Dans ce dernier épisode du podcast de présentation de Dungeon World, on va pas tant parler que ça du jeu Dungeon World justement, mais je vais plutôt vous parler de l'univers émergent et des fronts, qui sont des concepts que vous pouvez utiliser dans d'autres jeux. Donc ces concepts ne sont pas propres à Dungeon World, et s'il y a bien une chose que je piquerai à Dungeon World pour l'appliquer dans d'autres jeux, bah c'est bien ça. C'est l'idée d'univers émergent en particulier, et les fronts, qui pour le coup sont spécifiques à Dungeon World, mais en fait ont rien de mécanique, rien d'attaché au système de jeu. Alors pourquoi ces concepts sont intéressants? Parce que vous le savez sûrement, je n'aime pas trop prévoir trop de choses à l'avance dans le cadre d'une campagne. Je commence en général avec quelques idées de base, un scénario de départ, une vision floue à long terme et des thèmes que j'ai envie d'explorer. Et ensuite je construis la suite organiquement à partir des décisions des joueurs. Et Dungeon World propose d'aller plus loin en permettant aux joueurs de créer le monde en cours de partie avec le MJ. Et en gros c'est ça l'idée de l'univers émergent. Ne pas tout créer à l'avance et laisser des blancs. C'est un des principes du MJ de Dungeon World, et on va combler ces blancs en cours de jeu grâce aux idées des joueurs et aux moves du MJ et des personnages. Donc si vous n'êtes pas familier avec les termes de move, de principe du MJ, j'ai fait des vidéos là-dessus que je vous invite à aller voir. Alors maintenant, voyons comment Dungeon World nous propose de faire cet univers émergent. Donc en premier, je vais vous parler des fronts. Je pensais le faire à la fin de la vidéo, mais Dieu sait qu'il est difficile de garder l'attention des gens sur internet, alors comme c'est le truc que je préfère, je le mets en premier pour qu'un maximum d'entre vous en profitent. Les fronts, c'est donc un concept que j'aime beaucoup et que j'utiliserai certainement dans des campagnes pour d'autres JDR. Un front, en gros, c'est une façon de prendre des notes de campagne ou d'aventure. Alors sous ce nom un peu bizarre qui donne l'impression que c'est encore une mécanique spécifique au Powered by the Apocalypse ou quelque chose comme ça, en fait il n'en est rien. Pour moi c'est juste une manière de préparer l'adversité. Voyez-le comme une sorte de processus pour planifier vos grands méchants, parce que c'est exactement ça l'objectif. Un front peut prendre de nombreuses formes. Catastrophe naturelle, ennemi intérieur, horde de créatures maléfiques, un rituel terrible qui se prépare. Bref, c'est une collection de dangers qui menacent les personnages et le monde, et qui arrivera s'ils ne font rien. On va en créer un ensemble pour que vous voyez comment ça marche, parce que comme ça, c'est assez difficile à expliquer. Je pense qu'un exemple, ce sera plus simple, donc j'en ai préparé un, il est un peu gore, je vous préviens. Donc, première étape, pour créer un front, on va décider si c'est un front de campagne ou d'aventure, ce qui va déterminer le nombre de dangers, l'ampleur du truc. Pour notre exemple, on va dire qu'on fait un one-shot dans une ville sacrée qui est assiégée par une horde démoniaque. Ce sera donc une courte aventure. La deuxième étape, c'est de choisir 2 à 3 dangers. Les dangers prennent différentes formes. On a plusieurs grandes catégories. Organisation ambitieuse, force planaire, ennemis occultes, horde, lieu maudit. Et donc ce sont différentes propositions que vous donne le livre pour vous inspirer, mais on pourrait sûrement trouver d'autres choses. Donc ici, notre front, c'est le siège d'une ville sacrée. Et donc j'ai décidé qu'il y aurait 2 dangers. C'est une organisation ambitieuse, c'est les Templiers de la Cité Sacrée, donc les défenseurs de la cité eux-mêmes. Et le deuxième danger, c'est une horde démoniaque. C'est donc les assiégeants. Donc ensuite, on a des sous-catégories qui nous sont proposées par le jeu. Donc j'ai décidé pour les Templiers de prendre la sous-catégorie d'organisation ambitieuse, bienfaiteur égaré. Donc c'est une proposition du bouquin qui nous dit en gros que c'est une organisation qui veut faire le bien quoi qu'il en coûte. Deuxième danger pour la horde, je décide de changer et de prendre une recommandation du livre, l'invasion de morts-vivants. Donc ce sera plus une horde démoniaque mais une horde de zombies finalement, qui par leur morsure transmettent le mal, contaminent les autres, et ils sont menés par un mage sombre, et ils sont actuellement bloqués en dehors des murs de la cité. Troisième étape, il faut choisir une catastrophe imminente pour chaque danger. Donc cette catastrophe imminente, c'est ce qui arrivera en gros si les personnages ne font rien. Je décide donc que les Templiers s'apprêtent à tuer toute la population de la ville. En fait, les Templiers pensent que la cité ne pourra pas tenir le siège et qu'il vaut mieux procéder à un massacre avant que les zombies arrivent, ce qui évitera au moins d'agrandir leur armée. Donc, en gros, leur idée c'est de prévenir plutôt que guérir, c'est un mal pour un bien. Ils comptent donc faire un grand appel à la prière sur la place de la ville et tuer toute la population avec du feu grégeois, avant de procéder à un suicide collectif. Ok, c'est pas très gai, je suis désolé. Et concernant les envahisseurs, les zombies ne parviennent pas à passer les murs en fait. Donc en réalité ils vont perdre le siège, mais ça les Templiers ne s'en rendent pas compte.
Et donc le mage noir qui dirige les zombies prépare un portail magique pour faire pénétrer son armée en plein cœur de la ville. Quatrième étape, les sinistres présages. Donc pour chacun de nos dangers, on va prévoir les étapes de leur progression, entre guillemets, si les PJ ne font rien, les étapes qui vont mener à la catastrophe qu'on a prévue, et aussi qui vont poser quelques jalons dans notre aventure, et faire monter la pression, parce que ça, comme leur nom l'indique, ce sont des présages qui doivent faire réaliser aux joueurs qui doivent agir en fait, enfin que leurs personnages doivent agir. Concernant les Templiers, le premier présage, ce sera une réunion secrète. Les PJ s'apercevront que les Templiers se regroupent et s'enferment dans un sanctuaire. Donc les PJ à partir de là pourraient décider de les espionner, on sait pas. Deuxième présage, d'étranges chariots bâchés circulent dans la ville sous la garde des Templiers. Donc c'est en fait les Templiers qui sont en train de rassembler le feu grégeois. Troisième présage, la cloche de la fin des temps. La plus grosse cloche de l'église de la ville résonne, et ça signifie que tous les habitants doivent se regrouper le soir même sur la place pour une grande prière. Suite à quoi aura lieu notre catastrophe, puisque les Templiers vont massacrer tout le monde. Côté des morts-vivants, les présages maintenant. D'abord, on a les zombies arrêtent leurs assauts quotidiens, ce qui est très étrange après plusieurs semaines de siège. Deuxième présage, les zombies se retirent dans les collines. Troisième présage, des hurlements se font entendre dans les collines. Quatrième présage, des éclairs verdoyants et une fumée étrange sont aperçus dans les collines. Et donc c'est le rituel pour créer le portail qui est en cours. Et donc, catastrophe, le portail s'ouvre et les zombies entrent dans la ville. Cinquième étape, préparer des questions sur les enjeux. Donc ici, on entre vraiment dans le cœur de l'univers émergent. Donc ici, en fait, l'objectif, c'est de préparer des questions qu'on va poser à nos joueurs sur l'aventure qui va avoir lieu, des questions qui vont avoir un impact sur l'histoire. Donc j'en prépare 3. La première question, c'est pourquoi la cité est-elle si importante ? Donc ça sous-entend que moi, en tant que maître de jeu, j'ai pas prévu vraiment de réponse à cette question, en dehors du fait que c'est une cité sacrée, donc ça donne déjà une piste à mes joueurs pour trouver une idée, mais je suis pas allé plus loin, et c'est eux qui vont décider de ça. Donc je vais demander au groupe pourquoi la cité est-elle si importante ? Donc là, c'est une question très large, dont les réponses pourraient avoir des conséquences plus ou moins impactantes sur l'histoire. Les joueurs pourraient simplement dire que c'est un lieu de pèlerinage, tout comme ils pourraient décider que le temple de la ville recèle un important trésor, ce qui aurait déjà un impact supérieur. Si ça tombe, les PJ vont pas tant que ça s'intéresser au siège, ils vont juste vouloir voler ce trésor et s'échapper. Ou encore, ils pourraient dire que la ville protège, que les Templiers protègent un artefact très puissant qui sait, pourrait avoir son rôle à jouer dans l'aventure. La deuxième question que je prévois de poser, ce serait plutôt au magicien ou à quelqu'un qui pratique l'art des arcanes, c'est que sais-tu du mage noir qui dirige les zombies et quel est le moyen de le vaincre selon tes maîtres à l'académie. Et ici, c'est une perche tendue au joueur pour qu'il décide lui-même d'un élément important de l'histoire qui va être raconté, et ça va éventuellement déterminer l'arme secrète nécessaire pour vaincre le mage. Troisième question que je prévois pour un autre PJ. Tu connais très bien un Templier, dis-moi qui il est et quelle dette il a envers toi. Donc ça, c'est encore une perche tendue pour pouvoir approcher les Templiers et éventuellement découvrir le complot des Templiers. La dernière étape consiste à décrire les acteurs importants brièvement. Donc les lieux aussi importants, prévoir quelques descriptions, les stats de 2-3 adversaires, et voilà, le tour est joué, en fait, on a un front. Donc vous voyez, ce processus où l'on intègre des dangers, des présages, des catastrophes et des questions qui permettent de structurer l'histoire, permettent aussi de structurer votre pensée en tant que MJ, de coucher sur le papier une aventure assez libre, avec toutefois une sorte de planning au cas où les joueurs ne font rien en fait, afin de créer de l'urgence. Donc personnellement, moi j'adore cette méthode d'organisation des éléments du scénario et je l'utiliserai sûrement pour d'autres jeux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, vous pouvez la liker et vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Maintenant, on va passer à des choses peut-être un peu plus spécifiques à Dungeon World et peut-être plus focalisées sur l'univers émergent. Mais en soi, c'est pas des trucs sur les mécaniques de Dungeon World en fait. C'est des trucs que vous pourriez très bien utiliser dans d'autres jeux également. On va maintenant parler du début de partie dans Dungeon World. En fait, le jeu vous suggère une approche assez particulière pour démarrer une partie. L'idée, en fait, c'est de partir de rien du tout pour commencer à jouer. C'est ce que fait Adam Koebel, l'un des créateurs du jeu, dans de nombreux one-shots que vous pouvez trouver sur YouTube. Notez que c'est une option et pas une obligation de faire comme ça. D'ailleurs,
preuve en est, et les fronts qui permettent de prévoir plus de choses à l'avance. Mais je trouve que cette approche de se dire, en tant que maître de jeu, je vais rien prévoir vraiment en amont, avant la première partie, c'est intéressant. Et c'est un excellent exemple de ce que peut donner l'univers émergent, de ce que peut donner Dungeon World. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rassembler vos joueurs, et chacun va choisir une classe, un peuple, se décrire physiquement, etc. Cette création de personnages fait en fait partie du jeu. On commence déjà à raconter l'histoire pendant la création de personnages, ce qui est assez différent d'une création en amont pour des aventures futures. En général, quand on fait une session 0, ou alors on va créer des personnages, et puis ensuite on va laisser le temps au MJ de préparer des trucs par rapport à ces personnages. Alors que là, c'est plus direct, et on demande plus aux joueurs de créer leur propre situation de départ. Donc une fois que chacun a choisi sa classe, son look, son peuple, le MJ va poser des questions aux joueurs, des questions sur lesquelles chacun des joueurs chaque joueur va pouvoir rebondir. On va raconter le passé des personnages sous la forme d'une discussion, mais aussi le présent et potentiellement le futur. Par exemple, disons qu'un joueur ait choisi de faire un magicien elfe. En tant que MJ, vous pouvez par exemple lui demander est-ce qu'il est courant chez les elfes de pratiquer la magie ? Et on pourrait imaginer que le joueur va répondre que oui, c'est assez courant, que ça se transmet de génération en génération par tradition orale chez les elfes, et que d'ailleurs, lui, il a eu la chance d'apprendre auprès d'un des plus grands maîtres, qui est malheureusement décédé, et donc aujourd'hui, il essaye d'honorer sa mémoire. Donc déjà là, le joueur a posé un élément dans l'univers émergent. Il a décidé d'une caractéristique de sa race, de son peuple, il a créé un PNJ, il a décidé que ce PNJ était décédé, et il a déjà commencé à mettre en place une sorte d'objectif pour son personnage, d'honorer la mémoire de ce maître qui est mort. Et donc, le MJ n'a pas envisagé à l'avance toutes ces caractéristiques de la race elfique, etc. Il a laissé les blancs pour que, lors de la première partie, le joueur qui incarne un elfe puisse créer quelque chose sur cette race des elfes. Imaginons maintenant qu'un joueur 2 incarne aussi un elfe, un guerrier elfe maintenant. Le MJ lui demande si la magie est courante chez les elfes, pourquoi ne la pratiques-tu pas ? Donc, ce second joueur peut décider de construire par-dessus l'idée du joueur 1 qui a parlé en premier, ou encore de prendre une voie détournée, voire même de le contredire, ils pourraient discuter entre eux. Donc on va prendre des exemples. Imaginons que le joueur du guerrier elfe décide de construire par-dessus l'idée du joueur 1, donc du joueur du magicien. Le joueur 2 pourrait alors dire par exemple, effectivement, la magie est courante chez les elfes, mais je n'ai aucun don pour les arts arcaniques, ce qui m'a valu de nombreuses moqueries dans ma jeunesse, et j'ai donc compensé en m'entraînant sans cesse aux arts martiaux. Un peu comme Rock Lee dans Naruto, si vous connaissez. Et ici, le joueur développe son personnage autour de l'idée du joueur 1, l'idée que tous les elfes font de la magie, mais il propose pas vraiment quelque chose de nouveau dans l'univers pour le coup. Et c'est pas grave non plus. Si joueur 2 décide maintenant de prendre une voie détournée, il pourrait dire en réalité, il existe plusieurs cultures elfiques différentes. Et moi, je fais pas partie de la même culture elfique que le joueur 1. En fait, moi, je suis un elfe des vents. Et les elfes des vents, c'est des voyageurs, des itinérants qui vivent dans des caravanes. Et ils pratiquent pas du tout la magie, en fait, parce que le surnaturel, ils le trouvent dangereux et il a causé de terribles dégâts par le passé. Raison pour laquelle les elfes des vents se sont exilés loin des autres peuples elfes, parce qu'ils se sont déshonorés en utilisant la magie de façon dangereuse et honteuse. Et donc, ils ont décidé d'arrêter de s'en servir. Ce sur quoi joueur 1 pourrait très bien rebondir à son tour et ajouter, dans ce cas, si toi t'es un elfe du vent qui fait pas de magie, moi je suis un elfe des bois, et en fait les elfes des bois, c'est les derniers elfes à pratiquer la magie. Cet art est très répandu dans la communauté des elfes des bois, et c'est en quelque sorte un patrimoine ancien qu'on continue de protéger malgré les erreurs passées. Et là on pourrait imaginer carrément un joueur 3 qui arrive, un humain barde, par exemple, qui ajouterait que la magie la plus ancienne des elfes, donc celle qui a été oubliée un peu, prend la forme de chants, et c'est des sortes de chants légendaires qui sont connus de par le monde, et on dit que si on les interprète à la perfection, la magie refait surface. Et donc, ce serait sa façon à lui, à ce barde, de faire de la magie, chanter les hymnes des anciens guerriers elfes, hymnes qui ont des vertus mystiques. Et du coup, il commence déjà à relier un peu son histoire à celle des deux autres personnages qui sont des elfes. Et vous voyez, comme ça, vous allez discuter.
C'est une sorte de processus créatif très très libre où où on va rebondir sur les idées des autres. Et pour que ça fonctionne vraiment bien, si vous voulez vraiment faire ça, que ça fonctionne vraiment bien, il faut que vous ayez laissé des blancs. Parce que sinon, vos joueurs n'auront pas assez d'espace pour s'exprimer, vous allez tout le temps les interrompre, etc. Et donc au final, ils ne vont pas pouvoir participer vraiment à la création de l'univers. Parce que là, c'est vraiment l'objectif. Pas se contenter de créer son personnage, mais mettre une pierre à l'édifice dans la création de l'univers. Donc vous voyez, l'univers émerge de la conversation entre les joueurs. Et l'une des clés pour que ça fonctionne, c'est de poser de bonnes questions. Et cela relève du principe de MJ, poser des questions, servez-vous des réponses. Et un autre élément qui permet de faire émerger l'univers, ce sont les liens. Donc là, les liens, c'est plus spécifique à Dungeon World, mais vous pouvez très bien l'utiliser dans d'autres jeux de rôle, une fois de plus. Dungeon World vous demande de tisser des liens entre les personnages du groupe. Donc ces liens permettent de gagner de l'expérience en les résolvant, mais surtout ça permet de créer des attaches entre les personnages, et éventuellement de voir émerger une quête commune. Chaque classe dans le jeu est présenté sous forme de livret. Dans ces livrets, vous avez des propositions de liens en rapport avec votre classe. Donc par exemple, pour le guerrier, on vous propose le lien suivant: j'ai juré de protéger le joueur X. Donc c'est très simple comme lien, mais ça ouvre des portes. Si notre guerrier elfe a juré de protéger le joueur 1, c'est très bien en fait, ça leur donne une raison d'être ensemble. Et à ce moment-là, ça soulève une deuxième question beaucoup plus intéressante. Pourquoi protège-t-il le joueur 1? Pourquoi a-t-il fait ce serment? Et avec vos joueurs, vous pouvez construire là-dessus en fait. Joueur 1 pourrait dire: je dois aller disperser les cendres de mon maître en haut d'une montagne sacrée qui surplombe la forêt. Cette montagne est connue pour être très dangereuse, ce rituel est important car les cendres permettent de renouveler la magie de mes terres et d'en chasser les démons. Donc là on voit émerger une sorte de quête qui pourrait très bien être votre première aventure dans Dungeon World. Vu que vous avez rien préparé, vous pouvez vous dire: ah bah c'est parfait, c'est comme ça qu'on va commencer du coup. Et le joueur 2, c'est-à-dire le guerrier, pourrait très bien dire que c'est ça qui justifie en fait son lien avec joueur 1, c'est qu'il a décidé d'accompagner joueur 1 dans sa quête car il croit fermement que la magie pourrait sauver le monde des dangers des plans extérieurs. En fait, même s'il faisait partie des elfes du vent qui ne pratiquent plus la magie, il les trouvait pessimistes, il était plus d'accord avec eux, donc il a quitté son peuple en fait pour rejoindre les elfes des forêts, donc le peuple de joueur 1, et aider ces elfes à préserver les défenses magique du monde, notamment en pratiquant le rituel des cendres que compte accomplir le joueur 1. Et là, en fait, vous réalisez que vos joueurs ont plus ou moins écrit le synopsis de votre premier scénario à votre place, en fait. Et c'est ça, réellement, l'univers émergent. Alors évidemment, pour la suite de la campagne, vous allez ajouter des fronts, etc. Parce que c'est une façon de voir les choses, hein. Vous pouvez très bien vous contenter de laisser les joueurs construire en permanence leur histoire, mais il y aura moins de surprises, il y aura moins d'éléments extérieurs qui vont arriver. Mais en même temps, ça veut pas dire que ça manquera d'originalité, parce qu'ils vont tous y participer. Bref, vous pouvez parfaitement décider de préparer davantage de choses en amont. D'ailleurs, le livre de base vous explique comment adapter des scénarios de Donjons et Dragons en Dungeon World. Il vous propose aussi un scénario original. Et c'est de ça qu'on va parler. Je n'ai pas lu le scénario entièrement, mais l'un des éléments de l'intrigue, un élément central, c'est un sceptre magique au pouvoir quasi divin, qui influence l'environnement et provoque une expansion de la banquise. J'ai nommé l'Antrillion, le légendaire sceptre de l'hiver. Et à cause du dit sceptre, que les joueurs en fait ont récupéré avant le début de l'aventure, le navire des PJ se retrouve bloqué dans les glaces, à proximité d'une île réputée comme étant un nid de pirates. Donc en gros, les PJ, avant le début de l'aventure, ils ont récupéré un artefact magique de l'hiver qui perturbe l'environnement, crée de la glace, ce qui a bloqué leur bateau, et ils sont actuellement immobilisés, pas loin d'une île de pirates. Dès le début du scénario, on vous propose des questions à poser aux PJ en fonction de leur classe pour développer les raisons pour lesquelles le sceptre les intéresse, et par la même occasion développer l'univers. Et donc une fois de plus, c'est un truc typique pour aider à créer un univers émergent, et poser des questions et en utiliser les réponses. Donc les exemples, je vais prendre des exemples qui sont donnés dans le scénario pour vous donner une idée de ce que vous pourriez faire dans vos propres scénarios et même dans d'autres jeux de rôle. Donc, par exemple, au druide, il propose de poser la question suivante: comment as-tu compris que la banquise menaçait de recouvrir la région? Vous avez une question orientée déjà. C'est important de poser des questions orientées quand il y a des éléments de votre scénario qui doivent voir le jour. Donc dans la phrase, on a déjà
que la banquise menaçait de recouvrir la région. Donc c'est un fait en fait. La banquise menace de recouvrir la région. Donc ça, votre joueur n'a pas d'impact dessus. Parce que la manière dont vous avez posé la question fait que c'est un état de fait. Mais par contre, vous lui demandez comment as-tu compris que la banquise menaçait de recouvrir la région. Donc lui, il va pouvoir un peu créer des indices qui vont donner une raison au groupe. En décidant de comment il a compris ça, il décide d'une certaine façon pourquoi le groupe s'en est rendu compte et pourquoi le groupe est actuellement en mission. Je sais pas si c'est tout à fait clair ce que je dis, mais en gros c'est ça l'idée. Ensuite, en lui posant cette question, vous lui donnez déjà une raison de partir à l'aventure, parce que lui c'est un druide, donc certainement qui protège la nature, et donc ça lui donne une bonne raison d'être avec le reste du groupe pour cette quête. Et en plus, les indices qu'il va vous donner vont peut-être vous donner des idées d'autres quêtes. Par exemple, il va dire j'ai vu qu'il y avait une espèce d'animaux de la région qui commençait à mourir ou avoir du mal à se reproduire, etc. à cause du changement climatique un peu. Et du coup, j'en sais rien, si ça tombe, une des prochaines missions, ça va être d'essayer de rétablir l'écosystème de la région. Question pour le barde. Quelle triste chanson raconte l'expédition maudite qui partit trouver le Grand Nord et n'est jamais revenue? Lequel de tes compagnons a un ancêtre qui en fait partie? Donc ici on demande au barde de raconter une histoire sur des gens qui avaient déjà fait l'expédition dans laquelle sont actuellement le groupe de personnages joueurs. Donc ça apporte du lore à l'univers en fait de l'épaisseur, ça donne de la couleur, mais ça va plus loin parce qu'il va devoir décider qu'un de ses compagnons est un ancêtre, non plutôt qu'un de ses compagnons a un ancêtre qui a participé à l'expédition. Et donc du coup il est en train de préparer un élément futur. Imaginons qu'il y a un objet magique qui peut être activé que par les gens d'une lignée particulière, lignée qui est reliée à cette question justement. Du coup, c'est lui qui va déterminer lequel des autres joueurs a un ancêtre de cette lignée. Et votre joueur, la plupart du temps, il va bien se rendre compte que c'est quand même un choix important et tout. Et donc, c'est plutôt cool en fait. Il est en train de faire d'un autre personnage joueur encore plus un héros en fait, de mettre la caméra sur un autre joueur. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il doit raconter une triste chanson. Donc ça veut bien dire que l'expédition précédente s'est mal passée. Et donc il va peut-être pouvoir inventer des dangers directement. Si il dit que dans la chanson de l'expédition maudite et tout, ils se sont fait attaquer par un kraken, si ça tombe, il va y avoir un kraken dans le scénario, alors que vous, en tant que MJ, vous l'aviez pas prévu. Vous lui avez laissé cette liberté dans la façon dont vous lui avez posé la question. Troisième question. Question du voleur. Pourquoi ta dernière rencontre avec le capitaine pirate Barbe d'Ivoire s'est-elle mal terminée? Donc là, le capitaine, j'ai pas lu la suite du scénario, mais je pense que le capitaine pirate Barbe d'Ivoire, c'est le capitaine pirate qui est sur l'île à proximité de l'endroit où les personnages joueurs sont bloqués. Et donc du coup, le voleur, il est déjà en train de créer une relation avec l'adversaire que vont rencontrer en fait les PJ. Ce qui est intéressant, parce que il va pouvoir inventer sa dernière rencontre avec le dit capitaine, et donc potentiellement inventer une blessure qu'il a infligée à ce capitaine par le passé, et que c'est comme ça que c'est mal terminé leur rencontre passée. Il va pouvoir peut-être inventer une arme du capitaine, en racontant un combat qu'il a mené avec le capitaine, ou un point faible du capitaine, ou un secret qu'il connaît sur ce capitaine, et qui fait que le capitaine le déteste, et lui a botté les fesses pour qu'il s'en aille par le passé, etc., etc. Et encore une fois, en fait, vous voyez qu'on crée plein de choses en pleine partie, enfin, là c'est un peu en amont, mais par la suite du scénario, il y a d'autres questions comme ça qui sont posées. Donc on crée plein de choses, et donc vous, en tant que maître du jeu, vous avez beaucoup moins de choses à préparer, vous allez laisser vos joueurs combler des trous, et c'est une façon de jouer, très clairement. Vous pouvez choisir à quel dosage vous faites ça, c'est vous qui êtes maître des questions, c'est ça qu'il faut pas oublier. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les propositions de vos joueurs, vous pouvez les accepter, mais en gros vous contrôlez la capacité de vos joueurs à modifier l'univers par le nombre de questions que vous allez leur poser et leur ouverture. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, cette série sur Dungeon World touche à sa fin. Peut-être que je ferai des épisodes supplémentaires à l'avenir, mais désormais on va passer sur une série sur Donjons et Dragons, parce que ça m'a été demandé dans les commentaires. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien parler de jeux comme ça. Je me dis que ça peut aider pas mal de monde d'avoir une explication vidéo ou ici orale des règles, d'avoir plusieurs sons de cloche, etc. Si vous avez des remarques à faire sur l'univers émergent, par exemple que vous trouvez ça complètement nul, ou que vous trouvez ça cool, dites-le dans les commentaires.
S'il y a d'autres gens qui font du Dungeon World qui pensent que je me suis planté quelque part, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.